Donc Guillaume m'a présenté, Boris Evesque, et moi je suis directeur d'un hôpital, mais d'un hôpital à train. Un hôpital à TGV, à Lyon, juste au sud de Jean Massé. Donc moi j'ai que 35 lits, mes patients ils font 390 tonnes, il n'y a que 400 personnes qui sont là pour les soigner. Mon budget c'est de l'ordre de 70 millions d'euros pour vous donner un ordre de grandeur financier. Une durée de séjour dans mon hôpital, ça va de 45 minutes jusqu'à 5 jours à peu près. Et puis un soin, ça va de quelques heures à 1500 heures pour vraiment les cas les plus lourds. On entretient les TGV qui font les trajets Paris-Lyon, donc vous êtes peut-être amené à les utiliser de temps en temps, et les TGV Ouigo qui sont les TGV de l'offre low cost de la SNCF que vous avez peut-être déjà eu l'occasion de voir, ce sont ces trains bleu turquoise. Voilà pour ce qui est du décor. Et ce que je suis venu vous expliquer ici, c'est qu'en fait, nous, au Technicentre et avec le Lean, on cherche à réconcilier trois choses. La première chose qu'on cherche à faire, c'est à satisfaire le client. La deuxième chose avec laquelle on cherche à réconcilier la satisfaction du client, c'est avec le fait d'être performant dans la durée et avec le fait que la SNCF soit une entreprise qui reste pérenne à l'avenir, économiquement notamment. Et la dernière chose qu'on cherche à réconcilier avec tout ça, parce que vous voyez que ce n'est pas forcément une équation qui est très simplement résolvable, c'est le développement et la satisfaction des agents. Alors tout ça, on ne le fait pas dans n'importe quel ordre. Et en fait, nous, notre façon de travailler, c'est de satisfaire les clients et de faire de la SNCF une entreprise performante dans la durée par le développement et la satisfaction des agents. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on commence à regarder un peu où on en est par rapport à tout ça. Donc satisfaire les clients, vous en êtes tous. Pour nous, finalement, c'est assez facile de savoir en quoi ça consiste. C'est d'abord partir à l'heure, et puis c'est pas tomber en panne. Ça paraît assez trivial, mais c'est pas forcément toujours évident à faire. Il y a peut-être des témoignages dans la salle. Moi de mon côté, j'ai un petit témoignage hier chez vos confrères de la clinique du Parc. J'avais un rendez-vous là-bas, et j'avoue que j'ai ni commencé à l'heure, ni fini à l'heure. Je ne suis pas tombé en panne, heureusement, mais ça a été un peu compliqué. Donc pour ce qui est de partir à l'heure, nous, les départs à l'heure, ils sont représentés par cette courbe. Sur cette courbe, vous avez finalement le nombre de fois où les passagers ont entendu soit la gare de Perrache, soit la gare de Pardieu. Suite à un problème dans la préparation de votre train sera mis à quai avec un retard de 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, voire indéterminé. Vous voyez que depuis qu'on s'occupe du sujet, c'est-à-dire depuis à peu près 2011, on a commencé à vraiment travailler en mode Lean là-dessus, la courbe a pris une pente qui est quand même intéressante. Grosso modo, on a réduit tout ça de 78%. Donc on a commencé à se réconcilier avec nos clients, au moins nos clients lyonnais. Ne pas tomber en panne, chez nous les pannes, on appelle ça des incidents. Donc on mesure un taux d'incident. Et vous avez sur cette courbe, depuis qu'on a commencé toujours à s'en occuper avec notre façon actuelle de travailler, vous voyez que les courbes ont pris également une pente intéressante. La courbe verte, c'est la moyenne je vous ai mis la moyenne des TGV français. La courbe rouge et la courbe bleue, ce sont les deux séries de TGV dont je vous parlais tout à l'heure, Ouigo et les rames qui font les trajets Paris-Lyon. On voit que sur la dernière année, là, on a une petite stagnation, voire une légère hausse pour les rames Paris-Lyon, mais on a pris davantage de patients et dans des proportions qui ne sont pas négligeables, vous pouvez le voir sur le graphique. Donc en gros, et en comptant cette petite remontée ou cette petite stagnation de l'année dernière, sur 3 ans, c'est une baisse de 30% des trains qui tombent en panne. Alors bon, voilà, là on commence tout doucement à essayer d'avoir le sourire du client. Vous noterez que je ne vous ai pas parlé de propreté des trains, c'est un work in progress. Donc je n'ai pas de jolies courbes dans le bon sens à vous présenter, puisque pour l'instant, on ne voit pas de résultats, mais c'est un sujet sur lequel on est en train de travailler. N'hésitez pas à y revenir lorsqu'on sera aux questions. Sur le deuxième point avec lequel on veut se réconcilier et sur lequel on veut que les choses puissent se faire et se marier correctement avec le premier, c'est faire de la SNCF une entreprise performante. Alors ça tombe assez bien parce que notre directrice a hier fait une conférence de presse. Je ne sais pas si vous avez vu quelques encarts dans certains journaux. Bon, ça passe un petit peu inaperçu compte tenu de l'actualité autre. Mais grosso modo, on a un problème dont on a déjà entendu parler depuis quelques temps à la SNCF, c'est un problème de pérennité du modèle économique des TGV,
puisque vous savez que les péages, ou vous ne savez pas d'ailleurs que les péages ont fortement augmenté pour pouvoir circuler sur les lignes grande vitesse. Et aujourd'hui, la marge qu'on dégage ne nous permet pas de financer complètement nos investissements futurs, et notamment le renouvellement des rames TGV. Donc, eh bien, sur ces considérations, il faut qu'on s'occupe du sujet. Et le challenge, du coup, pour nous, bah, c'est de plus utiliser le capital qu'on a. Si on ne veut pas avoir à renouveler les TGV, il faut qu'on réussisse à transporter plus de passagers que ce qu'on transporte aujourd'hui, avec moins de rames. Donc, mieux utiliser le capital. Puis deuxièmement, évidemment, c'est toujours un peu tarte à la crème. On va voir après que bah, ça peut susciter quand même de la créativité. Tout ça, il faut qu'on réduise nos coûts. Alors, sur le fait de faire plus rouler les TGV, vous allez dire, nous, dans un centre de maintenance, notre boulot, c'est presque de les arrêter. Ben non, on n'est pas garagiste, on est transporteur dans mon hôpital. Hein. Donc, on est vraiment inclus dans les gens qui transportent les trains. On n'est pas simplement le garagiste du coin. Donc, nous, notre boulot, finalement, c'est de faire davantage de maintenance, davantage de soins, en immobilisant le moins possible le matériel. Et là, finalement, on se rejoint assez, je pense. C'est un sujet auquel on a commencé à s'atteler un tout petit peu plus tard. Et vous voyez la courbe. Nous, on mesure ça en heures de maintenance par journée de TGV immobilisé. Vous voyez une courbe qui, cette fois, est orientée dans l'autre sens, mais c'est normal puisqu'on veut faire plus de travail pour chaque train arrêté. Le bilan de ça, finalement, c'est qu'on a économisé 2 rames TGV. Alors, 2 rames TGV, ça peut paraître rien. Une rame TGV, c'est 28 millions d'euros. Donc, c'est 56 millions d'euros qu'on évite à l'entreprise de dépenser lorsqu'il faudra renouveler le parc existant. Sur la réduction des coûts, ben dans un centre de maintenance comme le mien, quasiment la moitié de mon budget, de mon chiffre d'affaires, ce sont les pièces détachées. Donc j'ai des stocks, et vous n'êtes pas sans savoir que les stocks, ça coûte. Je ne sais pas si vous avez des pharmacies dans les hôpitaux, j'imagine que oui, je ne sais pas à quoi elles ressemblent, pas à mon stock il y a quelques mois, j'espère. En tout cas, vous voyez la courbe de mes stocks, là c'est seulement sur une année, sur la dernière année qui s'est écoulée, sur les 12 derniers mois, puisqu'on a commencé à s'en occuper que très récemment. Et vous voyez l'orientation un peu qu'a pris notre stock. J'ai eu peur, j'ai cru que c'était un de mes trains qui s'était égaré. Bon, pour faire chiffrer, parce que les courbes c'est bien, mais c'est 1 million d'euros de pièces détachées qu'on a sorti des stocks en 6 mois. Ça représente 25% de notre stock. Pour l'entreprise, c'est loin d'être négligeable. Arrivé à ce point, on a le sourire du client. Hein, vous voyez, il a l'air plutôt satisfait. Et puis, on voit qu'on, tranquillement, on s'engage sur le fait de rendre notre activité pérenne et puis de faire de la SNCF une entreprise performante dans la durée. Alors, là, il n'y a pas grand-chose de miraculeux parce que ça, on pourrait le faire comme ça. Hein, c'est moi qui suis sur la moto à l'arrière avec le porte-voix. On pourrait le faire comme ça. Ce n'est pas le parti qu'on a pris. On n'a pas non plus choisi de travailler avec une espèce de boule de cristal ou de manière ésotérique. On utilise une technologie de pointe. C'est le Toyota Production System, une technologie, comme vous l'a dit tout à l'heure Daniel, qui existe depuis 1940. Et c'est une technologie qui n'est pas une technologie qui vous dit ce qu'il faut faire, c'est une technologie qui vous pose tout un tas de questions. Et ces questions-là, on les retrouve sur les piliers, sur le toit, sur le socle. Et c'est en se posant ces questions au quotidien qu'on travaille. Et en fait, ce sont ces questions qui fait qu'on va réconcilier la troisième chose, qui est la satisfaction et le développement de nos agents, de nos opérateurs, en mettant en place un système d'apprentissage dans le courant du travail. Alors, comment ça marche, comme dirait l'autre ? Eh bien, les questions, on se les pose au travers d'outils où on met les choses au mur. Première question qu'on se pose, je vous ai à chaque fois remis notre outil digital moderne en bas à gauche, là. Et puis, je vous ai entouré rapidement la question qui nous a conduit à mettre cette pratique en œuvre. Nos TGV partent-ils à l'heure ? On a mis ça sur un écran et on a ça sous les yeux. Autre question qu'on se pose, les départs de nos TGV tirent des jalons intermédiaires avant le départ du train. Ces jalons tiennent-ils ?
Donc là, on a mis en place un système qui permet de tirer les trains, de tirer la production des trains par l'heure de départ. Alors qu'avant, on avait plutôt tendance à produire, puis ce qui sortait, et si malheureusement il n'y a rien qui sortait, suite à une difficulté dans la préparation du train, etc., etc. Troisième question qu'on se pose tous les jours, ça c'est des questions qu'on se pose tous les jours, hein. Il y a des petits rituels qui sont autour, on se voit devant ces outils. C'est le plan de production prévu est-il tenu? Pour tenir des jalons, il faut que, je dirais heure après heure, la production des trains, les opérations de maintenance se fassent dans les temps. Donc là c'est pareil, on utilise un outil digital au sens premier du terme, c'est-à-dire qui se remplit avec les doigts. D'ailleurs qu'on a piqué l'idée à nos collègues du CHU de Grenoble qu'on a eu l'honneur de pouvoir aller visiter et qui ont mis ça en place pour la sortie de leurs patients. Donc vous voyez qu'on a quand même des atomes crochus, hein, vous et moi. Donc tous les jours, on se pose la question, vous voyez que ce qui est en rouge à droite, c'est les problèmes. Pareil, tous les jours, nos TGV, ils nous parlent. Les TGV, ils nous parlent par plusieurs intermédiaires, par le conducteur qui nous écrit des mots doux à l'intérieur du carnet de bord. Ils nous parlent parce qu'ils sont équipés de systèmes de télétransmission qui peuvent nous donner tout un tas d'informations sur l'état de fonctionnement du train. Ils nous parlent sous des formes diverses et variées. Ils nous parlent avec leur carnet de santé, ce qu'ils ont eu par le passé. Ils ont une façon de nous parler qui est la leur, à nous de réussir à l'interpréter. Tous les jours, c'est pareil, on a des rituels où à tous les niveaux, on écoute ce que nous disent nos trains. Une fois qu'on a fait ça, je vous ai mis quelques outils, on a également des briefings 5 minutes, hein, autrement appelé caucus, j'aime bien le nom, je vais peut-être le reprendre. Une fois qu'on a fait ça, eh ben on va voir. On va voir à tous les niveaux. Moi, tous les matins, je vais voir 1, 2, 3 problèmes de délai, de temps de traversée des trains dans mon hôpital. Et puis, ben, on va voir le problème sur les rames. Hein. On ouvre les coffres. Vous voyez que pour accéder à nos patients, on a des outils un peu plus lourds que les vôtres. Mais bon, on va voir, et on va voir surtout par nous-mêmes, en vrai, sur les vrais trains. Ce n'est pas des gens qui viennent nous raconter ceci ou cela. Une fois qu'on allait voir, eh ben, on réfléchit. Alors parfois, ça peut prendre un peu de temps, ça demande un peu d'énergie, on n'est pas d'accord. C'est très organique, hein, c'est jamais très structuré ces discussions. Les gens qui viennent nous rendre visite et qui participent un peu à ça avec nous trouvent que c'est parfois un peu le foutoir. Mais en tous les cas, on réfléchit. Et ce qu'on constate, c'est que c'est peut-être le foutoir, mais on apprend. On apprend. Et on apprend comment? Eh ben, on apprend avec d'autres outils, dont j'ai pu voir des émanations du coup dans la présentation précédente. Mais ce sont des tableaux de résolution de problèmes. Alors ça s'appelle résolution de problèmes, mais l'objectif de ça, bizarrement, c'est pas de résoudre les problèmes. C'est pas de résoudre tous les problèmes en espérant qu'un jour il n'y ait plus du tout de problème, parce que ça n'arrive malheureusement pas. Hein. Je crois que ceux qui pensent qu'un jour ils vont pouvoir tuer tous leurs problèmes, faut peut-être aller voir ailleurs. Mais la question qu'on se pose, c'est pourquoi ça ne s'est pas passé comme d'habitude. Ce tableau de résolution de problèmes que vous trouverez dans toutes nos équipes au plus bas niveau, donc sur le terrain. Chaque jour, on ouvre un petit espace de réflexion, ils prennent un quart d'heure, 20 minutes, pour quelque chose qui d'habitude se passe bien, ils réfléchissent à comprendre comment ça aurait dû se passer, quel est l'écart avec ce qui aurait dû se passer, pourquoi ça s'est passé comme ça, et puis est-ce qu'il faut qu'on change notre façon de faire, ou est-ce que c'est juste un problème de formation, il faut qu'on réapprenne quelque chose à quelqu'un. Donc en fait, en définitive, ce système-là, c'est juste un système d'apprentissage, et pas de résolution des problèmes. Deuxième outil qu'on utilise dans les équipes, un outil un peu plus élaboré, toujours un tableau Velleda de la même dimension, mais sur lequel on demande aux équipes cette fois d'aller plus loin dans la compréhension de leur travail. À nouveau, ce n'est pas un outil qui est là pour faire du chiffre le plus vite possible, c'est un outil qui est là pour développer les équipes et qu'elles aillent plus loin dans ce qu'elles connaissent et dans ce qu'elles savent faire. Donc elles vont prendre quelque chose qu'elles ont l'habitude de faire, et cette fois elles vont se dire, ça on le fait comme ça, mais on pourrait quand même largement faire mieux, on va s'en occuper. Ça peut prendre 2 mois, 2 mois et demi, ils sont sur le sujet, ils travaillent là-dessus quand ils ont un peu de temps, c'est toujours pareil, on ouvre un espace de réflexion, mais cette fois on va plus loin dans la compréhension, et surtout là-dessus, on travaille en équipe et on développe du coup la capacité des équipes à travailler ensemble. Pour l'équipe de direction, même punition. Hein. Ces tableaux et réfléchir, apprendre, enfin la boucle que je vous ai décrite tout à l'heure, elle n'est pas valable qu'au sein des équipes de terrain. Elle est valable également pour l'équipe de direction. Et là, ce qu'on demande, c'est surtout des sujets qui concernent des potentiels de progrès ou des problèmes qui sont en interface
et qui vont faire que les gens vont travailler ensemble au-delà de leurs frontières. Et puis l'outil qu'on utilise, c'est l'outil auquel vous êtes en train de vous initier, qu'on a vu tout à l'heure, c'est l'A3. Chaque semaine, une personne de l'équipe de direction présente à l'ensemble de l'équipe de direction un sujet qu'il a traité au travers d'un A3. Ça dure 1 heure, le lundi de 14h à 15h. Bon, je vous ai montré quelques exemples, mais une fois qu'on a réfléchi, on change. C'est pas forcément la phase la plus compliquée. La phase la plus compliquée, c'est quand même de réfléchir. Alors, ça se traduit comment le changement? Dans les équipes, avec leur tableau, je vous ai mis sur la slide tout un tas de choses qui sont issues des réflexions qui sont menées en équipe. Vous voyez qu'il y en a beaucoup. Et pour reprendre la question de tout à l'heure, c'est quasiment que des améliorations ou des résolutions de problèmes à 0 €, quoi. À 100 €, à 150 €. Mais c'est quasiment intégralement des résolutions de problèmes sans investissement. La règle, de toute façon, pour qu'on réfléchisse, c'est d'arrêter l'investissement. Grosso modo, quand on investit, on remplace la matière grise par des euros. Donc chez nous, la règle, c'est sur ces résolutions de problèmes, on fait avec les moyens du bord. Évidemment, quand on arrive à vraiment, parfois, on tombe sur des pépites, on peut être amené à dépenser un peu d'argent. Mais vraiment, la règle, c'est la règle de base. Le principe, c'est de ne pas brider la réflexion par de l'argent. Pour vous donner un exemple, c'est une languette en plastique qui permet de vérifier la géométrie des attelages des TGV. Avant ça, en fait, avant qu'on mette en place cet outil, on avait un outil qui était un tout petit peu différent, beaucoup plus mécanique, etc., etc. Et c'est un outil qui générait du doute. Donc dans le doute, c'est des organes qui sont hautement sécuritaires, dans le doute, on remplaçait. Depuis qu'on a mis en place cet outil qui doit coûter à peu près 15 €, bien tassé, on a divisé par 2 les cas de dépose indue de cet organe. On savait avant que c'était des causes indues parce qu'une fois qu'il arrivait dans le centre de réparation, eux avaient des instruments de mesure plus précis et nous disaient « mais pourquoi l'avez-vous déposé ?» Donc c'est des pièces, pour vous donner une idée, c'est vrai que je vous parle d'attelage, mais c'est des pièces qui doivent coûter de l'ordre de 4 à 5 000 € pièce, et puis on était amené à en changer 4 à 5 par semaine avant qu'on ait cet outil-là, quoi. Donc je vous laisse faire le calcul, moi je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait parce que, comment dire, pour ma santé psychologique, je préférais pas le faire parce qu'on avait mis un peu de temps à s'emparer de ce sujet quand même. Au niveau de l'équipe de direction, changer, ça veut dire changer ses processus, ça veut dire changer ses procédures. C'est pas juste changer un outil, corriger un outil, ça c'est ce qu'on demande aux équipes, c'est changer ses procédures. Et sur cette slide, en fait, ce que je vous montre, c'est le changement de procédure de formation de nos opérateurs. On a développé, suite à ce qu'on a vu sur le terrain et sur un certain nombre de sujets, on a développé ce qu'on appelle des formations dojo, qui sont finalement des espaces d'entraînement aux gestes métiers, à certains gestes métiers, des gestes métiers souvent relativement courts et fréquents, sur lesquels nos opérateurs ont des difficultés. Donc vous en avez sur l'écran, vous en avez quoi 6 ou 7 de dojo. C'est pas très spectaculaire, mais en termes de résultats et en termes aussi d'engagement de nos agents, c'est hyper porteur. Pour vous donner un exemple, celui qui est situé tout en haut à droite, c'est un dojo de serrage des connexions électriques. Alors serrer une connexion électrique, ça peut paraître assez anodin quand on est à la maison. Sur un TGV, c'est très technique. Et quand c'est mal fait, ça peut provoquer des incidents assez importants. Nous-mêmes, on a été à l'origine, et c'est ça qui a quand même déclenché ce travail-là, on a été à l'origine d'un événement qui a mis 9000 clients en retard, avec en moyenne 30 € de dédommagement, de remboursement de billets par client. Vous voyez ce que ça peut représenter. Et on s'est lancé parce qu'on a fait une non-qualité sur un serrage de connexion 6 mois avant l'événement. Pour pallier à ça, on a décidé de résoudre le problème, puisque la résolution de problème a montré qu'on était sur un sujet de formation, en changeant notre process de formation sur ce sujet-là. Avant, notre process de formation sur ce sujet-là était beaucoup plus académique et beaucoup plus classique. Et au niveau de l'équipe de direction, c'est toujours changer ses procédures. Donc je vous ai mis à nouveau un exemple là. Alors ça rejoint le million d'euros dont je vous parlais tout à l'heure. Avant, en fait, on livrait toutes nos pièces avec ce qu'on appelle un chariot à fourche, ou autrement appelé Fenwick. Je ne sais pas si vous voyez à quoi ça ressemble, mais bon. Et on livrait toutes nos pièces sur des palettes, et dans la quantité où elles nous arrivaient, des gens qui nous livraient, et puis on allait livrer ça en le posant sur des étagères, on ne savait pas trop quand est-ce que ça allait servir, etc. etc. À gauche, vous avez, on en est très fiers, notre petit train, oui, parce que
la SNCF qui fait des gros trains depuis de nombreuses années découvre les petits trains de livraison logistique. Notre petit train qui va livrer de tout le temps en petite quantité aux équipes quand elles en ont besoin. Ce n'est pas du tout la même philosophie, je vais dire, opérationnelle pour la logistique, et c'est absolument pas le même job pour les gens de la logistique. Ils vont livrer des pièces pour des trains, ils ne vont pas livrer des pièces sur des étagères. Ça change complètement le sens de leur travail. Et à droite, on en est très fiers, vous avez notre stocker robotisé de 1008 emplacements de palettes qui est maintenant vide et qu'on est en train de... il sera démonté dans 3 semaines. Et c'est en grande partie lui le coupable du million d'euros dont je vous parlais tout à l'heure. Et c'est le petit train que vous voyez à gauche et la livraison rythmée des équipes qui nous permet de nous séparer de ce mastodonte de stockage dans lequel énormément de choses étaient quand même cachées, gérées par informatique et qu'on avait du coup du mal à maîtriser complètement. Dernier exemple de procédure, de façon de faire qu'on a changé, c'est très particulier, c'est notre capacité à travailler avec un sous-traitant. Je vous parlais tout à l'heure du work in progress sur le nettoyage des trains. Le nettoyage des trains, c'est nous qui en sommes responsables au Technicentre, mais il est réalisé par un prestataire de nettoyage, une entreprise, dont le contrat est renouvelé à peu près tous les 3 ou 4 ans, dont la convention collective fait que l'entreprise reprend le personnel en place. Et en fait, au fur et à mesure qu'on est allé voir sur le terrain, voir les problèmes, qu'on a échangé avec l'entreprise, on a changé notre façon de faire. Avant, on les assommait avec des pénalités, on s'engueulait, c'était très compliqué, comme pas mal de contrats d'ailleurs de sous-traitance, mais j'imagine que ce n'est pas le cas chez vous. Et on a changé de mode, toujours selon la philosophie un peu du TPS. On a décidé également de travailler à développer notre prestataire, développer les agents de notre prestataire. Et puis on a commencé tout simplement par tous les 3 mois, on fait une tournée terrain dans des trains avec moi et le PDG de l'entreprise de nettoyage. Et 2, on forme les opérateurs et on s'occupe des opérateurs. Et donc ce que vous voyez là, c'est simplement un dojo de formation au nettoyage des rames TGV. Certains opérateurs sont là depuis une quinzaine ou une vingtaine d'années. Ils n'avaient jamais été formés par leur employeur aux gestes techniques de nettoyage. Ils sont formés à la sécurité, ils sont formés à toutes ces choses-là, ce sont des choses réglementaires, obligatoires. Mais aux gestes de nettoyage et à l'attente du client, surtout, ce n'était pas le cas. Puis évidemment, une fois qu'on a changé, on recommence. Donc on mesure, on va voir, on réfléchit, on apprend, et ainsi de suite. À tout ça, il y a quand même un carburant. Un carburant, c'est l'engagement de l'entreprise et l'engagement de la direction. Ça ne se délègue pas. Et si l'entreprise et la direction ne sont pas engagés, ça crève. Ça décline. Plus ou moins doucement, mais ça décline. Donc chez nous, l'engagement de l'entreprise, c'est une démarche d'ampleur, avec tout un système de formation, tout un système de pilotage, des standards de management qui nous sont mis à disposition. Et puis au niveau de la direction, j'ai mis en vrac quelques points qui me paraissent importants. Ils n'y sont pas tous, ça n'a pas vocation à être exhaustif ni quoi que ce soit. Mais c'est d'aller voir tous les jours en vrai sur le terrain. Je pense que s'il y a une mise de fond, la blinde, comme on dit au poker, c'est ça. Écouter, questionner, soutenir l'apprentissage de chacun. Les tableaux qu'on a vus tout à l'heure, tous les jours, je vais dans une équipe et on discute de ce qu'il y a sur ces 2 tableaux. Non pas par rapport aux solutions et voir si le problème est résolu, mais par rapport à la méthode et par rapport au niveau de détail dans lequel on va discuter du travail. Tirer les enseignements de ce que les équipes apprennent, ça c'est les changements de procédure dont je vous parlais tout à l'heure pour l'équipe de direction. Et puis surtout persévérer, parce que tout à l'heure on parlait, je crois qu'on parlait du mur des projets. Chez nous on appelle ça le mur du chiant. Régulièrement on percute le mur du chiant, c'est un moment où on n'a plus l'impression que ça avance, on n'a plus l'impression que ça progresse. Il faut franchir ce mur, il faut continuer. C'est exactement ce que rencontrent les sportifs quand ils s'entraînent longtemps, puis qu'à un moment donné, ils ont l'impression de ne plus avancer. En réalité, c'est à ce moment-là qu'on progresse, il faut absolument continuer. Bon, évidemment, une présentation ne serait pas une présentation sans un résumé au travers d'une petite animation. Donc voilà, ce qu'on cherche à faire, c'est ça. C'est par l'engagement et la satisfaction des agents, avec l'engagement de la direction qui maintient la dynamique d'apprentissage et qui maintient la vivacité de cette dynamique d'apprentissage.
on cherche à concilier le sourire des clients et la performance de l'entreprise. Un dernier petit slide pour vous montrer que le dernier point n'est pas complètement du bluff. C'est la courbe d'engagement du personnel. On a tous les ans des enquêtes d'engagement du personnel dans l'entreprise. Vous voyez la courbe depuis qu'on fait la mesure depuis 2013. Et donc c'est une hausse de l'engagement de 14% chez nos collaborateurs sur ces 3 dernières années. Je vous remercie et je vous écoute du coup pour les questions. Merci beaucoup. Eh ben, comment on emmène les équipes de terrain? C'est en allant voir, c'est en allant sur le terrain, puis c'est en s'intéressant à ce qu'ils font. Si on leur colle des tableaux puis qu'on ne va jamais les voir, vous inquiétez pas, ils sauront quoi en faire. Autre chose que de résoudre des problèmes. Donc pour moi, c'est ce que je mettais dans l'avant-dernier slide, hein, c'est le carburant, c'est vraiment l'engagement de la direction à s'intéresser à ce qui se fait, à s'intéresser sincèrement aux problèmes qui sont résolus, aux améliorations qui sont faites, et puis aussi à s'engager à apprendre de ce qu'on voit dans les équipes. Enfin, moi, si je vais voir les équipes, c'est à la fois pour maintenir le feu sacré sur ces façons de faire, c'est aussi pour apprendre des choses qui, à mon niveau à moi, me servent à faire le lien finalement entre les problèmes très concrets de terrain et puis les enjeux plus stratégiques du Technicentre. L'équipe de direction? Je sais pas. Ils l'ont pas dit en tout cas. Je sais pas. Peut-être, mais bon, après, il y a aussi entre-temps des gens qui ont changé, enfin, qui sont partis vers d'autres horizons. Enfin, en fait, cette question est pas facile, hein, parce que effectivement, on est dans une grande entreprise, donc les gens sont amenés à bouger. Chaque fois que les gens bougent, on recommence avec les nouveaux qui arrivent. Mais bon, sans doute que c'est quelque chose qui fait que le rythme pourrait être plus soutenu. Mais en tout cas, nous, le sujet, c'est que ça continue à avancer. Et c'est pas forcément un problème qu'on se pose. Il y a encore des points d'amélioration. Si, la propreté des trains. Et puis, enfin, je vous en ai parlé un peu, mais c'est cette persévérance qu'il faut avoir, parce que y a des moments où on n'avance pas, où les résultats sont pas bons. Vous voyez que l'année dernière, nos résultats de fiabilité sont restés un peu collés. Donc non, ça marche. Enfin, c'est pas un long fleuve tranquille. Enfin, c'est absolument pas le cas, hein. Il y a plein de trucs qui marchent pas, mais ça, il faut venir voir, on vous montrera. La personne qui pose cette question n'a pas bien suivi. Nous faisons la même charge de maintenance, mais en immobilisant moins les trains. C'est-à-dire que je continue à faire autant de travaux de maintenance, mais juste sur moins de trains. C'est que les trains roulent plus. La maintenance étant au kilomètre et ainsi de suite, à la fin, vous avez autant de charges de maintenance. Ce que j'ai bien dit, c'est pas qu'on diminuait les travaux de maintenance sur les trains, c'est juste qu'on avait besoin de moins de trains pour transporter autant de passagers et faire les mêmes relations. C'est une bonne question. En fait, le taux de grève, c'est pas le bon. Le bon truc, c'est chez nous, on appelle ça la demande de concertation immédiate. Quand il y a, je sais pas si c'est pareil, mais quand il y a un problème, les syndicats peuvent déposer ce qu'on appelle une demande de concertation immédiate. Ils nous disent qu'il y a un problème, on discute avec eux, il y a un processus avec un certain nombre de délais, puis ensuite on arrive au préavis de grève si on ne tombe pas d'accord. Le nombre de demandes de concertation immédiate a quand même ces dernières années effectivement sérieusement diminué. Après, j'aime pas trop parler de ça parce que je suis un peu superstitieux et bon, il peut y avoir des problèmes qui arrivent, etc., etc. Mais en tout état de cause, factuellement, ce nombre cet indicateur de conflictualité, oui, il a baissé ces 3 dernières années. Pas spécialement. Nous, on n'a pas présenté un système, on présente des problèmes qu'on résout. Dans les questions qu'on peut avoir pendant les instances représentatives du personnel, on tâche de répondre, on tâche de faire avancer les sujets avec tout ça. Donc voilà, on n'a pas réellement de débat sur le système, en fait, on a plutôt des débats sur les problèmes. Alors les gens de l'équipe de direction, on leur donne 6 semaines pour faire un A3. Alors bon, les A3, parfois ils sont finis, parfois pas. Ça arrive que du coup on redonne 6 semaines de plus pour le faire. C'est toujours pareil, ça c'est des choses sur lesquelles il faut savoir un petit peu être souple, quoi. On est dans un truc d'apprentissage, tout le monde n'apprend pas à la même vitesse. Donc on s'adapte. Mais la base, le rythme, c'est que tous les 6 semaines, il y a une présentation. Eh bien, en fait, l'entreprise a mis en place une usine-école. Il y a 2 usines-écoles dans lesquelles il y a 2 formations. À chaque fois, la formation dure 5 jours,
pour tout le personnel d'encadrement, jusqu'aux managers de première ligne. Donc ça, on est en train d'y passer tout le monde chez nous. Je ne sais pas exactement quel est notre taux d'avancement actuellement, mais on doit être aux alentours de 60-70%, ça dépend un peu des mouvements. Et puis au niveau des opérateurs, on a une formation qui a été mise sous forme de kit par le corporate et qu'on est en train de déployer. Et là, on doit être à peu près à la moitié de nos agents formés, nos opérateurs de premier niveau. Alors c'est une sensibilisation, ça dure une demi-journée, où on leur explique un peu les principes, ce qu'on cherche à faire avec tout ça, la résolution des problèmes. Et puis que notre but, c'est surtout quelque part, on leur explique quand même que le but de tout ça, c'est certainement pas de leur appuyer sur la tête pour les faire courir plus vite. En fait, notre but, c'est d'être comme l'équipe de France de relais féminin 4x100 mètres en 2003, de gagner le championnat du monde en faisant un temps inférieur à celui des Américaines, alors que chacune individuellement avait des records individuels meilleurs que ceux des 4 Françaises. Voilà. C'est un exemple qu'on utilise dans la formation. Ah, on ne visite pas toutes les équipes tous les jours. Hein. En fait, notre organisation, c'est que tous les matins à 8h moins le quart, on a un briefing, 5 minutes. Bon, c'est une réunion, on partage juste sur ce qui s'est passé la veille. Ensuite, de 8h à 8h20, on se met devant ce tableau où on regarde le respect des délais de nos opérations de maintenance, le tableau Velleda avec tout le rouge à droite, là. Et vers 8h20, 8h25, on choisit 1, 2 ou 3 des problèmes qui sont à droite en rouge et on va les voir sur le terrain. Donc là, on est amené à aller sur des TGV, dans des équipes, ça dépend du sujet. Et donc là, on est amené à visiter 1, 2, 3 équipes pour aller discuter avec elles d'un problème qu'elle a eu la veille. Ensuite, de 9h30 à 10h, tous les jours, avec mon N-1 chargé du secteur, on va voir une équipe de production sur ces tableaux de résolution de problèmes. Donc c'est une équipe chaque jour. En moyenne, j'arrive à en faire 3 par semaine, du coup, avec les réunions, les trucs divers et variés. Et puis ensuite, au sein des managers qui travaillent avec moi, ils vont sur le terrain, ils ont leur organisation, je ne m'immisce pas trop là-dedans. Voilà. Ceci étant, je sais qu'ils voient leurs équipes de manière intermédiaire pour travailler pour maintenir la dynamique, quoi. Voilà. Dernière question, peut-être, y a-t-il un intéressement pour le personnel sur les résultats, pas nécessairement financiers, est-il précisé ? Il y a un intéressement financier, oui, à la SNCF, il y a un intéressement financier sur les résultats de l'entreprise. Sur tout ce qui est... On a un système d'innovation participative dans l'entreprise, donc c'est quelque chose où les chantiers d'amélioration qu'il peut y avoir, les résolutions de problèmes, débouchent parfois sur le dépôt d'un dossier, parfois pas, ça dépend. Voilà. Donc là, il peut y avoir un incentive sur les idées, mais on n'a pas vu... on a beaucoup plus d'idées qu'avant, on n'a pas vu beaucoup plus de dossiers qui sont déposés ou quoi, c'est variable. Et puis voilà. Ok, merci beaucoup.